Un choix politique de choisir entre les énergies renouvelables et les énergies nucléaires? Si c'était le cas, alors d'abord, je rappelle que le nucléaire ne fait pas de CO2, donc choisir entre les renouvelables et le nucléaire, c'est un débat de deuxième rang si on s'occupe du changement climatique. Si on s'occupe du changement climatique, on le nucléaire, c'est bon. On choisit entre fossiles et pas fossiles, c'est ça le débat de premier rang. La France a du reste une sensibilité particulière sur le nucléaire qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les autres pays du monde. La deuxième... Cette sensibilité particulière, c'est qu'on en a beaucoup et qu'en même temps, on n'aime pas ça. Oui, on a un peu le nucléaire honteux, on en fait, mais enfin, si ça ne pouvait pas trop se savoir. Sur la question, alors le rapport ADEME, pardonnez-moi de le dire, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont utilisé une méthode qui n'était pas valide pour un résultat, à mon avis, écrit d'avance. Mais bon, comme le journaliste n'a pas les moyens d'aller regarder dans le détail ce qu'ils ont fait, il prend la conclusion en se disant, bon, c'est l'État qui me le raconte, ça doit être vrai. Malheureusement, la réalité est plus complexe que ça. Quand on regarde la question pour laquelle c'est difficile, vous allez le comprendre tout de suite. Quand on regarde l'histoire, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que historiquement, on a démarré la civilisation humaine avec des énergies renouvelables. Nos ancêtres utilisaient du bois, parfaitement renouvelable. On fait avancer les premiers bateaux avec du vent, parfaitement renouvelable. On fait tourner les premiers moulins avec de l'eau et du vent, parfaitement renouvelable. Et faisait sécher les aliments au soleil, parfaitement renouvelable. Pourquoi est-ce qu'on est passé aux énergies fossiles si les renouvelables, c'est mieux ? Il n'y avait aucune raison de le faire. En fait, on y est passé parce que c'est l'âge de pierre bientôt, non? Non, parce que la physique nous dit... Caricature. Non, c'est pas une caricature, c'est ce qui s'est passé historiquement. Et la physique nous dit que tant qu'on n'a pas de problème ni d'exutoire, c'est-à-dire le changement climatique, ni d'accès au stock, c'est-à-dire de pic de production, parce qu'on est déjà en train de le sentir en Europe, eh bien, les énergies fossiles sont imbattables en termes de qualité physique parce qu'elles sont très concentrées, très faciles à utiliser. Donc, du coup, pour ces raisons-là, elles demandent moins de travail pour aller chercher l'énergie dans l'environnement et donc elles sont moins chères. Les cas particuliers dans lesquels les renouvelables arrivent à être moins chers que le fossile sont des cas dans lesquels on ne paye pas tous les coûts, et en particulier l'électricité qu'on appelle non pilotable, donc le vent ou le soleil. Il faut lui adjoindre ce qu'on appelle du service système pour que le RER puisse quand même avancer quand vous avez besoin d'aller au boulot, ou que le réfrigérateur tourne quand même quand vous... Alors, vous pouvez décaler un peu. Mais enfin, s'il n'y a pas de vent pendant une semaine, votre pile de linge sale, elle va commencer à sentir franchement mauvais. Donc à un moment, il faut bien faire quelque chose. Bah oui. Non, là tu es un peu dans la sincèrement. caricature. Sauf si on a des pots de bêtes. Et la télé n'est plus en noir et blanc. Et non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et donc, non, c'est pas que cette caricature. Si on regardait l'avenir et pas le passé, ce serait plus intéressant. Alors, j'ai pas interrompu. Donc, je suis juste en train de dire que la raison pour laquelle historiquement ça s'est passé comme ça, et ça s'est passé comme ça dans tous les pays du monde, ça s'est pas passé comme ça juste en France, parce qu'on est des affreux jojo et qu'on aime bien le fossile et notre voiture. C'est pour des raisons physiques. Il y a vraiment des déterminants physiques à ça. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le chemin inverse. Je dis que de croire qu'on va faire le chemin inverse avec les gens qui vont continuer à augmenter leur pouvoir d'achat, leur consommation, etc., malheureusement, c'est se bercer d'illusions. Donc aujourd'hui, il faut choisir son confort à court terme. Encore une minute, monsieur le bourreau, après on s'en fout. Ou bien on commence à faire des efforts collectifs et on peut les faire plus malins ou moins malins. Mais on n'est malheureusement plus dans une équation où on peut avoir fromage et dessert. Voilà. Ce n'est pas nécessairement très grave, mais c'est mieux de savoir qu'on est dans ce cas-là. Alex Mazzoni. Je pense qu'on peut avoir le fromage et le dessert, c'est peut-être juste pas le même fromage et pas le même dessert, mais je pense qu'on en revient à l'idée de la sobriété énergétique, qui n'est pas forcément un concept, un fardeau pour l'avenir, au contraire. Ça s'appelle la diminution du pouvoir d'achat en termes économiques. C'est très intéressant la manière dont la société civile de plus en plus s'élargit et crée un mouvement autour du climat. Parce que quand on regarde sur les territoires ce qui se passe, il y a énormément d'alternatives. Justement, c'est le livre, c'est votre livre, sur l'idée que, effectivement, les gens qui sont les solutions de demain, qui vont créer des emplois, qui vont faire vivre l'économie autrement et pas forcément dans l'augmentation permanente de je ne sais quoi d'ailleurs, parce que je pense qu'on a déjà assez de portables comme ça, assez de télévisions et assez d'écrans. C'est justement des acteurs qui sont locaux, qui ont déjà des recycleries, des ressourceries, qui font une économie autrement et qui est tout aussi agréable et surtout qui crée du lien social, qui crée des emplois. Donc c'est pas, je pense pas qu'il faille mettre d'avoir l'impression que ce qui vient après va être pire. Au contraire, je pense que c'est le fameux changement de civilisation dont on parle. Et c'est vrai que dans la négociation, le problème, c'est qu'il y a, quand on parle de transition énergétique, souvent on la résume effectivement trop à énergie renouvelable ou encore autre chose. Mais en tout cas, c'est pas que les énergies renouvelables, c'est effectivement aussi la réduction de la consommation d'énergie, notamment dans nos pays, parce que clairement, je crois qu'il y a un rapport d'Oxfam qui est sorti cette semaine. 10% des personnes les plus riches dans le monde émettent 50% des gaz à effet de serre. Donc on peut aussi facilement agir sur notre consommation à nous et permettre à d'autres, effectivement, qui vont pas... L'Afrique ne va pas s'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, ils vont forcément augmenter un petit peu. L'enjeu, c'est juste qu'ils n'augmentent pas exponentiellement, mais qu'ils augmentent comme ça. Et donc de leur laisser cette place, cet espace carbone, comme on dit,
Et nous, en échange, on progresse à l'inverse. Sachant qu'eux, on consomme de toute façon très très peu. Très peu. Oui, pour l'instant, peu. après, ils ont un scénario de développement qui fait qu'à Ils un seront moment 2 donné, milliards en 2050. Ils sont à un croisement. Et c'est là où, justement, on en vient à la question des financements. Où est-ce qu'on va mettre notre argent? Alors, Pascal Canfin, qui voulait réagir. Oui, je voulais dire que deux choses. D'abord, si la Chine, puisqu'on a parlé de la Chine et du charbon, si la Chine est en train progressivement de diminuer ses émissions de CO2 liées au charbon, ça a commencé l'année dernière. Encore une fois, tout ça est nouveau. On ne va pas assez vite. C'est pour ça qu'on est en train de perdre la course de vitesse contre le climat. C'est pour ça qu'il faut un accord, c'est pour ça qu'il faut accélérer. Je ne dis pas que tout va bien, tout est réglé. Évidemment non. Mais il faut quand même donner des signaux d'espoir et c'est de percevoir ce qui est en train de changer et qui est en train de dessiner l'avenir. La Chine a fait pour la première fois ce qu'on appelle le pic charbon l'année dernière, c'est-à-dire que ses émissions baissent liées au charbon. Pourquoi? Parce que la pollution de l'air dans les villes chinoises est absolument dramatique. Vous savez que respirer une journée à Pékin, c'est fumer 40 cigarettes, avant même d'avoir commencé à fumer pour ceux qui fument. Bon, donc la première cause de mécontentement des classes moyennes chinoises en ville, sont les questions environnementales. Donc les Chinois sont en train de durcir les règles sur le charbon. Du coup, le charbon est plus cher. Et du coup, ça accélère, parce que le charbon étant plus cher, les renouvelables qui sont déjà presque compétitifs passent en dessous et ça s'accélère. Et deuxièmement, le deuxième message que je veux dire, c'est quand même ce qu'on est en train de voir, et notamment en Californie, c'est qu'on est en train de faire la jonction entre la révolution numérique de l'Internet et la révolution de l'économie verte. Et quand on fait les deux, eh bien, on a à ce moment-là un changement profond de modèle. Et quand j'écoute, que ce soit Jean-Marc Jancovici ou que je sois le représentant du lobby pétrolier, j'ai l'impression que, par exemple, c'était inimaginable. Si je vous avais posé la question il y a 30 ans, est-ce qu'un jour vous arriveriez à envoyer un courrier en une nanoseconde à l'autre bout de la Terre? Vous m'auriez dit, mais jamais de la vie, vous rêvez, vous êtes un utopiste, ça, c'est bien les écolos, ça. Non. Maintenant, on le fait. 30 ans plus tard, c'est une évidence. Et un dernier exemple, pour qu'on puisse prendre conscience qu'en 15-20 ans, on peut radicalement changer. En 1900, tous les prévisionnistes qui regardaient la ville de Paris disaient la plus grande menace sur la ville de Paris, c'est quoi? C'est le crottin de cheval. Parce qu'il y avait 80 000 chevaux à Paris. Et puis quand on faisait, comme vous, la courbe, alors on prolonge, jamais on pourra se passer de crottin de cheval, évidemment. Paris croule sous le crottin de cheval. Ça ne s'est pas produit. En 15 ans, il n'y avait plus une diligence, plus un cheval dans Paris parce qu'on a inventé la voiture. Et donc aujourd'hui, on est face à la même logique qui est de dire on fait cette révolution industrielle et tous ceux qui ont fait l'énergie du XXe siècle, bravo à vous. Mais c'est le passé. Mais j'allais dire. Francis Dussopt et Philippe il ne Guibus, lit pas, après. il le lit pas. Non, mais je crois qu'il serait quand même malhonnête de ne pas reconnaître les bienfaits apportés à la civilisation par le charbon d'abord, toute la civilisation industrielle, hein, puis maintenant par le pétrole, la mobilité, l'ouverture du monde. Alors maintenant, il faut changer. Mais ceci dit, je crois qu'on oublie les réalités. Je vais encore donner 2-3 chiffres. La consommation en énergie, elle ne va pas rester figée. Entre maintenant et 2030, c'est 15 ans, c'est pas beaucoup. Vous savez de combien elle va augmenter, la consommation d'énergie planète? Plus 25%. Je passe à 2050, combien? Plus 37%. Donc les besoins énergétiques sont énormes. On ne va pas résoudre ça pour l'instant, parce que la technologie, moi je suis d'accord avec monsieur, ça va évoluer, il faut avoir confiance, il faut faire confiance. Mais il ne faut surtout pas opposer les énergies entre elles. C'est une mauvaise bagarre. Deuxièmement, il ne faut pas faire peur aux gens. On ne bâtit pas une civilisation sur la peur. Donc il faut qu'on travaille ensemble, qu'on voit les meilleures solutions. Mais madame parlait de réduction de consommation. Mais bien sûr que ça arrive. Vous vous rappelez tous des voitures, il y a encore 10 ans, qui consommaient 12 litres au 100. C'est quoi aujourd'hui les nouveaux véhicules qui sortent, les véhicules neufs? C'est 4, voire 3 litres au 100. L'objectif, on s'est tous fixé, c'est de, oublions Volkswagen qui a un mauvais débat, je reconnais, mais c'est ça l'efficacité énergétique. Dans les usines, on a réduit considérablement, moins 30%. Donc on travaille tous. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans les pays développés de l'OCDE, la consommation d'énergie, elle ne va pas augmenter. Mais ceci dit, en Europe, je suis désolé, monsieur, elle va rester constante entre maintenant et 2050. Mais là où elle va augmenter beaucoup, c'est dans les pays émergents, dans les pays en développement. On leur dit à ces gens-là, ne consommez plus. Non, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des réfrigérateurs, ils veulent des voitures, ils veulent de l'électricité. Comment on produit l'électricité? Dernier chiffre. Vous savez, si on remplaçait ces 50 millions de tonnes de carburant consommés en France par an, vous savez combien de centrales EPR, titres EPR, il faudrait pour remplacer ça par l'électricité? 18 centrales EPR en plus de ce qu'on a. Je ne parle même pas de les réduire. 18 en plus. Si vous remplacez ça, on ne veut pas de nucléaire, on veut des centrales photovoltaïques, il faut 2 fois la surface du Luxembourg. Vous pensez que c'est réaliste?
Mais non, moi je ne crois pas du tout. Alors, Philippe Biwix, qu'est-ce qu'on... Non, mais c'est vrai, les questions sont posées, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait pour... qu'est-ce qu'on met à la place d'abord et comment on oblige les gens à ne plus consommer d'énergie fossile? Je pense qu'on ne peut pas fonder une civilisation sur le mensonge, on ne peut pas non plus fonder une civilisation sur le mythe. Alors, il y a quand même une énorme différence entre le crottin de cheval parisien de la fin du 19e siècle et l'économie verte numérique californienne. C'est que le crottin de cheval, c'est biodégradable. Or, les 42 millions de tonnes de déchets électroniques qu'on a produits l'année dernière et qui finissent au Ghana, à Gyuyu, en Chine, en Inde, etc. Ceux-là qui polluent les nappes phréatiques, etc. C'est l'économie numérique. Donc dire que l'économie numérique, c'est complètement vert. En plus, à un moment où on est en train de développer tous les centres de données, consomment déjà 10% de l'électricité mondiale, et la croissance est hallucinante, et c'est de l'électricité pour la plupart au charbon, à part un ou deux trucs peut-être de Google en Finlande. Bon, voilà. Donc on a quand même un problème. Moi, je suis étonné qu'on se dise aujourd'hui, on voit bien qu'on va dans un mur, soit parce qu'on n'arrivera pas à changer les choses assez vite, soit parce qu'on n'est pas à la bonne échelle. Vous le citiez effectivement tout à l'heure avec les problèmes de surface. On heurte la matérialité du monde et de sa finitude. Donc, moi, je suis étonné qu'on en soit encore là et que la sobriété fasse si peur. Parce qu'on en a tellement sous le pied. Le gâchis est tellement énorme. Juste quelques exemples. On jette en Europe 25 à 30% de la nourriture à la poubelle. 25 à 30%. Donc on a les émeutes de la faim. Un tiers de ce qui est produit. Un tiers de ce qui est produit. Voilà. On reçoit chacun, enfin pas chacun, mais l'ensemble des Français reçoivent 1 million de tonnes de prospectus publicitaires non désirés dans leur boîte aux lettres chaque année. À quoi ça sert d'imprimer et d'utiliser des ressources pour ce truc-là? Moi, chacun, on reçoit 1 million de tonnes. L'ensemble de la population. Je me suis repris. Vous peut-être, mais ça voilà, c'est possible, mais voilà, c'est vous que nous les renvoyez après, j'en sais rien. Bon. On préfère acheter des pneus low cost en Asie du Sud-Est, alors qu'on pourrait rechapper les pneus, vous savez, changer la bande de roulement seulement. C'est fait pour les camions, c'est fait pour les avions, il n'y a pas de problème de sécurité. On ne rechappe plus les pneus, aujourd'hui, les voitures particulières en Europe ou en France. On pourrait diviser par 3 d'un claquement de doigts sans aucun problème sécuritaire, le truc. Ce que vous disiez, ce que je citais de votre livre, il faudrait réparer l'électroménager, réparer l'informatique, et les chiffonniers et les cordonniers deviendront nos héros. Absolument. En gros, c'est ce que vous nous proposez pour qu'on soit cohérent. Alors, mais en attendant, parce que pour faire ça, il faut faire pas mal d'évolutions réglementaires, administratives, fiscales, juridiques, enfin bon, il y a un peu tout ça. En attendant, il y a plein de choses à faire. Sur la voiture, par exemple, on est en train de dire on n'a pas le choix. On est en train d'essayer de se battre pour aller vers la voiture à 2 litres au 100. Oui. Moi, je fais demain matin la voiture à 1 litre au 100. Et je n'ai pas besoin de tous les grands programmes d'ingénieurs. Simplement, elle fait moins de 500 kg, elle ne dépasse pas 70 km/h. Alors, c'est vrai que ça met un peu en cause le modèle de la berline allemande de fonction. Bon, c'est ce que vous appelez les basses technologies. Mais alors, effectivement, la basse technologie, c'est qu'en plus, les voitures se sont enrichies en équipement, parce qu'on ne supporte plus de bouger les rétroviseurs, il faut des petits moteurs, il faut plein de câbles, etc. Tout ça, ça va aller dans la grande broyeuse et dans le four électrique à la fin, donc ça va gâcher des ressources, évidemment. Et donc, on pourrait effectivement un peu déséquiper une partie de nos équipements. Alors, je ne commencerai pas par ça, mais pour vous citer, par exemple, ce qu'il y a dans un smartphone, vous savez qu'il y a une station météorologique complète, hygromètre, baromètre, thermomètre, on a un gyroscope à 3 axes, on a un accéléromètre, ça c'est pour jouer à Flight Simulator. Non mais dans les transports en commun, idéalement, parce qu'il ne faut pas faire ça au volant. On le fera bientôt avec la voiture autonome. Voilà, donc si on laisse tout ça dans nos smartphones, on aura beau essayer de les éco-concevoir, on aura beau essayer de les réparer et les faire durer, c'est un gâchis phénoménal de ressources et d'énergie. Voilà. Donc il faut qu'on se calme d'une manière ou d'une autre. On peut commencer par les gros trucs, sans doute la voiture, le poids de la voiture, la vitesse de la voiture. Qu'est-ce qui nous empêche? Alors c'est liberticide évidemment, mais vous savez que je n'ai pas le droit de circuler sur l'autoroute avec un char d'assaut. C'est interdit en France. L'État est liberticide. Parce qu'évidemment, la liberté des uns commence là. Pourquoi est-ce que demain matin, enfin pas demain matin, mais au 1er janvier 2018, je ne dis pas la voiture immatriculable en France, en Europe, ça sera 1 tonne, pas une de plus. Et puis l'année d'après, ça sera 980 kilos. Et l'année d'après, 960 kilos. On va aller très vite dans ce cas. Par la même occasion, vous pouvez aussi limiter le nombre de billets d'avion que chacun aura le droit de prendre. Voilà, alors il faut attaquer par les bons combats. C'est-à-dire que je pense que la voiture a 1 tonne. Ce serait cohérent. Ce serait cohérent. Ou d'avoir effectivement une logique de rationnement, j'en sais rien. Geneviève Ferron. Pour revenir vers vous une seconde, quand je disais qu'on est dans une économie paresseuse, on est effectivement dans ce modèle paresseux, c'est-à-dire ressources infinies, je transforme, production de déchets infinis. Ce qu'on appelle le système linéaire, on le connaît. Passer à une économie circulaire. Est-ce que vous vous rendez compte de la révolution que ça représente de passer à une économie circulaire? Il faut rappeler juste l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est tout simplement cette logique qui est je produis avec des ressources limitées, éco-conçues et si possible renouvelables. Dans tout le cycle de fabrication, j'optimise, je mutualise, j'économise de la ressource. Et puis je produis
idéalement zéro déchet, où les déchets que je vais produire, que je vais rejeter, seront recyclables. Mais là, on est dans un rêve d'alchimiste. Et je ne parle même pas des énergies fossiles, parce qu'on fait tout ça avec des matériaux biosourcés, éco-conception. Mais il faut juste comprendre que le modèle économique de l'intégralité des entreprises aujourd'hui, qui proposent des services et des biens à 7 milliards de personnes, qui d'ailleurs n'en demandent pas autant, ça c'est vrai. Donc on a aujourd'hui 7 milliards de personnes qui se lèvent le matin pour aller produire et fabriquer des biens pour les autres milliards de l'humanité qui n'en ont pas toujours besoin sur un modèle d'économie linéaire. Essayez, allez voir n'importe quelle entreprise, je vous mets au défi de dire comment votre système de production linéaire, comment je peux le rendre circulaire. Alors on n'est plus du tout dans le même modèle économique, on n'est plus dans une logique de volume, on est dans une logique d'économie de la ressource. Et là, on ne réalise plus du tout les mêmes chiffres d'affaires, les mêmes marges, ce n'est pas le même métier, les chaînes de valeur se modifient. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui trotte dans la tête de tout le monde, mais le mettre en œuvre de façon opérationnelle et embarquer l'intégralité de la population vers ce modèle-là, qui est effectivement pour moi, la seule issue, parce que sinon, si on reste dans ce modèle paresseux qui génère des inégalités et des déchets, on va dans le mur. Mais cette idée de faire mieux avec moins, eh bien, que je considère moi comme une formidable frontière. Pour moi, c'est la nouvelle frontière du progrès. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a plus de progrès. Au contraire, je dis, mais attendez, que tous les ingénieurs de la Terre, que tous les scientifiques de la Terre se retroussent les manches. On n'a pas dit qu'il fallait remonter sur les arbres, manger des feuilles. On dit qu'on a un nouveau mythe prométhéen devant nous, qui est de faire mieux avec moins. C'est une formidable histoire. Ça s'appelle peut-être la tempérance par rapport à l'hybris. Mais ça n'intéresse pas grand monde parce qu'il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas quelque chose qui embarque avec des machines folles, avec une sorte de démesure. Mais alors non seulement il va falloir faire mieux avec moins, mais en plus il va falloir payer pour les autres, d'après ce que vous nous avez dit, puisqu'il y a effectivement les pays émergents et puis les pays en voie de développement qui, a priori, ont beaucoup moins pollué l'atmosphère que nous et qui nous disent évidemment que ce serait bien. Enfin, je crois que François Hollande l'a dit lui-même, on a une dette écologique envers eux, notamment envers les Africains, regardez.